Wakataranda, les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une nouvelle de One Piece. Et oh mon Dieu, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse et la revue du chapitre 1141 de One Piece qui se nomme Une femme plus âgée. Alors, loin de moi l'idée de prétendre que ce chapitre il était ouf de chez ouf, parce qu'en vrai de vrai, ce chapitre, c'est pas le chapitre de l'année. C'est cette fin de chapitre qui remonte clairement le niveau de ce chapitre. Et en vrai de vrai, les gars, je suis désolé, c'était juste une masterclass. C'était juste une pure masterclass. C'était juste une dinguerie. En fait, dans mon esprit, je n'arrivais pas à imaginer autrement le déchaînement de Loki. C'est-à-dire, je n'arrivais pas à imaginer autrement Loki. Je ne pouvais pas me le représenter autrement dans mon esprit. C'était juste parfait, les gars. C'était juste parfait. Et je ne vais même pas essayer de faire l'hypocrite avec vous. Dans cette vidéo, je parlerai exclusivement du réveil de Loki, en fait, de cette fin de chapitre. Parce que franchement, les gars, waouh, 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 waouh. Loki, en fait, je vous l'ai déjà dit et je vais encore me répéter. Pour moi, c'est l'un de mes personnages favoris de l'œuvre One Piece. Alors après, vous allez me dire que c'est un peu précoce et tout. Oui, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que le personnage de Loki, tu sens que c'est ce type de personnage avec qui il se passera toujours un truc. C'est un peu comme Garp, Kaido, Barbe Blanche et tout. Ce sont les mecs qui, lorsqu'ils sont libérés, en fait, ils aiment la liberté. Et lorsqu'ils ont cette liberté-là, ils en font quelque chose. C'est-à-dire, tu ne t'ennuies jamais avec eux. Bon, les amis, avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà m'excuser d'avance par rapport à la qualité de montage que vous aurez dans cette vidéo parce que mon téléphone il s'est gâté et c'est dans mon téléphone qu'il y avait la majorité de mes données de montage, que ce soit par rapport à Boruto, Naruto ou encore One Piece. Du coup, ces données-là sont restées dans ce téléphone qui s'est gâté. Donc, si les montages vous semblent un peu différents par rapport à d'habitude, c'est parce que mon téléphone s'est gâté. Après, vous me direz que les montages n'étaient pas forcément fameux. Ça, oui, je vous l'accorde, mais je vous le dis quand même d'avance. Si les montages vous semblent différents par rapport à d'habitude, c'est parce que mon téléphone s'est gâté. Et là, tout de suite, je suis en train de sortir, donc j'essaie de faire au plus vite, au maximum, pour terminer cette vidéo, pour la sortir à temps, c'est-à-dire ce vendredi soir, ou peut-être au pire, samedi matin. Donc, j'essaie de faire de mon mieux. Et pour ceux qui demandent, oui, je monte clairement avec mon téléphone parce que je me sens plus à l'aise en faisant des montages avec le téléphone plutôt que le PC. Alors, je sais pertinemment qu'il y en a qui font des montages avec le PC et que pour eux, c'est bien plus pratique de faire des montages avec le PC qu'avec le téléphone. Pour moi, c'est beaucoup plus pratique avec le téléphone, étant donné qu'avec le téléphone, tu peux monter littéralement de partout. C'est-à-dire, tu peux être dans n'importe quel endroit. Tu montes ta vidéo, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi je monte avec le téléphone. Du coup, je me suis habitué à monter avec le téléphone. Et là, il y a quelques problématiques parce que mon compte Google, il était dans le téléphone qui s'est gâté. Du coup, je ne pourrais pas forcément lire les commentaires. C'est vrai que vous allez me dire que je peux le faire sur le PC, mais comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un d'assez mobile quand même, je bouge quand même assez. Du coup, voilà, avec le PC, je dois regarder et tout. Bref, vous allez me dire que je peux installer mon compte Google. Ça, c'est ouais. J'ai mes raisons. J'ai les raisons pour lesquelles je ne vais pas faire ce genre de move là. Donc, du coup, les amis, on va directement entrer en plein dans l'analyse et la revue de ce chapitre 1141 de One Piece qui se nomme Une femme plus âgée. Alors, la page de couverture de ce chapitre continue avec la mini-histoire sur le personnage de Yamato. On est au 27e épisode. Et on y retrouve un Wuzu qui tient toujours captif Ulti et Pejuan. Alors avec ça, il y a une question que je me pose directement. Comment est-ce que Wuzu, Tobiropo comme Ulti et Pejuan a-t-il fait pour capturer à la fois Ulti et Pejuan? Surtout que Ulti et Pejuan en termes de puissance, c'est clairement pas les derniers des Tobiropo. Pour moi, Ulti est même plus puissante que Wuzu. Alors après, il y a débat. Mais pour moi, je considère que Ulti est plus puissante que Wuzu. Moi, je me pose la question, comment est-ce que Wuzu a-t-il fait pour capturer ces deux Tobiropo là? Ça, c'est une question, je ne sais pas. Bon, bref, il n'y a pas énormément de choses à dire par rapport à cette page de couverture. Du coup, on va entrer en plein dans ce chapitre 1141 de One Piece. Alors, le chapitre 1141 de One Piece, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément un chapitre fameux, étant donné qu'on a une amie après que Gaban leur a donné la clé pour libérer Loki, qui décide de retourner festoyer aux côtés des autres Mugiwara et des géants car décide de n'avoir trouvé aucun trésor dans le château royal d'Elbaf et elle y retrouve directement Usopp qui est complètement bourré. Alors les gars, pour ceux qui pensaient que l'arc Elbaf devait être l'arc d'évolution du personnage d'Usopp, franchement vous êtes servis. Moi, c'est même pas une blague, vous êtes servis étant donné que là, Usopp, il prend le leadership, c'est-à-dire devant tous les gens, il prend le leader. N'oubliez pas, c'est God Usopp. Il prend le leadership, il dit, les gars, on va jouer à Excalibur et tout. Le mec, il est complètement bourré, franchement. Les gars, moi, je vais pas vous mentir.
Usopp, pour moi, il est inchangeable dans l'équipage de Mugiwara. Moi, le mec, il me fait trop rire, franchement. Et ça me fait mal pour les fans d'Usopp parce que les gars seront encore une fois déçus, comme les fans de Frankie sur Egghead Island. C'est pareil pour Usopp. Et ce qui est encore plus marrant avec tout ça, c'est que tu as un ami qui souligne le fait que venir sur Elbaf, c'était le rêve de Usopp et de Luffy. Et comme d'habitude, on a un Luffy qui est toujours au rendez-vous. Par contre, Usopp, franchement, les gars, on se pose même la question, est-ce qu'il veut réellement devenir ce fort guerrier dont il a toujours dit qu'il voulait être? Franchement, la question, elle est vraiment à se poser au vu de son comportement sur cette île de Elbaf. Alors peut-être qu'il se dit qu'après la fête, il va se mettre au travail, il va s'entraîner et tout. Mais moi, je m'en fous clairement que le personnage de Usopp évolue. Après, dans la suite de l'arc, il pourra toujours évoluer. Enfin, moi, je suis même sûr qu'il va évoluer. C'est vrai que je vous taquine un peu, mais moi, je pense que Usopp va évoluer. Mais après qu'il évolue pas, franchement, moi, je m'en tape un peu. Pour être extrêmement transparent et sincère avec vous, moi, je m'en tape franchement qu'il évolue pas. Du côté des autres Mugiwara, on a un Brook qui, franchement, je ne sais pas ce que sa tête fait entre ses jambes. Tu as un Jinbe qui est toujours à la fois sobre et sous. Franchement, je ne savais même pas qu'il était possible d'associer ces deux mots dans une même phrase. Là, tu as un Jinbe qui lui est toujours sobre et sous. Nami qui est déçu. Sandy qui lui est en train de chercher Gate comme d'habitude, lui avec les femmes et tout. Et de l'autre côté, tu as une Robin, c'est-à-dire Robin qui est toujours à la bibliothèque du soleil. Alors, elle ne fait aucune apparition dans ce chapitre, tout comme Chopper. Mais elle est toujours dans la bibliothèque du soleil aux côtés de Chopper et de Aguar Disoro, certainement en train de déchiffrer, d'essayer de déchiffrer le Harley que Aguar Disoro l'a présenté au chapitre 1138. Le dernier Mugiwara à être présenté dans ce chapitre avant Luffy et Zoro, c'est Franky. Franky aux côtés de Ripley et il est en train de mener une inspection minutieuse de cet arbre d'Yggdrasil. Il va apprendre qu'il y a une branche d'Yggdrasil qui a été découpée suite au fait que cette branche avait pris feu parce qu'elle avait été frappée par un éclair. Alors là, il y a énormément de choses à dire, étant donné déjà qu'on se pose la question d'où vient cet éclair qui a été capable de frapper cette branche d'Yggdrasil au point où la population locale a été contrainte de couper cette branche parce que cette branche avait pris feu et la population locale avait peur que le feu se propage sur toute l'arbre d'Yggdrasil. Franchement, ça c'est une question qui est vraiment pertinente. Alors là, tout de suite, moi je me dis que c'est potentiellement ce qu'on a vu sur la fresque d'Elbaf, étant donné que sur la fresque d'Elbaf, on avait un gigantesque navire, un gigantesque bateau qui avait, ou en tout cas qui produisait une éclair qui semblait frapper cet arbre d'Adam. C'est très intéressant, mais moi, personnellement, je n'ai pas forcément de théorie à vous livrer par rapport à ce sujet-là. Ensuite, Ripley va nous expliquer que cette branche, malgré le fait qu'elle portait sur son dos tout un village d'Elbaf, était déjà quand même assez vieille et assez sèche, ce qui facilitait la propagation du feu. Ripley va poursuivre en disant que le feu et les éclairs, c'est le principal ennemi de cet arbre d'Yggdrasil et de cette île d'Elbaf. Est-ce que Oda est en train d'essayer de nous dire qu'encore une fois, l'un de ces arcs va se terminer par un incendie à la fin? Moi, je dis quand même que les gars, on est bien parti sur ça pour la fin de cet arc de Elbaf. Maintenant, on va entrer en plein dans ce qui nous concerne dans ce chapitre, étant donné qu'on va entrer dans la dernière partie de ce chapitre. Là, on y retrouve Luffy et Zoro qui ont rejoint le monde des ténèbres de cette île de Elbaf, c'est-à-dire là où se trouve Loki, c'est-à-dire ce monde gelé. Voilà, là, on a un Zoro qui est en train de torturer Loki, il veut savoir si Loki est vraiment fiable et tout. Alors, c'est sa façon à lui, c'est-à-dire la façon à Zoro de déterminer si Loki est vraiment fiable et tout, c'est-à-dire en appuyant, c'est-à-dire en enfonçant le couteau dans la plaie, ou en tout cas en frappant ses blessures, en émettant des doutes et tout. Franchement, personnellement, moi, ça ne me plaît pas. Je trouve que, voilà, même si beaucoup vont apprécier ça, étant donné que Zoro, c'est un peu un personnage fan service et tout, que c'est un peu représenté dans la badassitude et tout, voilà, tu as un Zoro qui est là, il est un peu plus réfléchi que Luffy. Bon, je constate qu'il y en a qui vont aimer et apprécier. Moi, je ne voyais pas forcément le personnage de Zoro comme ça en train de frapper des personnages qui sont déjà blessés et tout. Alors oui, c'est vrai, Loki a une réputation. Oui, Zoro en est conscient. Mais je ne pensais pas que Zoro allait avoir aussi peur de Loki au point de l'attaquer en étant blessé. Pourtant, lui, ce même Zoro-là, il semble être un personnage qui voilà, va affronter les adversaires au maximum de leur puissance. Franchement, ça ne m'a pas du tout plu, pas du tout, mais là alors, pas du tout. Mais bon, bref, on va passer là-dessus. Du coup, donc, tu as le nouvel équipage des géants qui va débarquer sur ce monde des ténèbres pour essayer d'empêcher Luffy et Zoro de délivrer Loki. Et ils vont donc débarquer sur leur navire là qui est capable de se déplacer dans les airs via les nuages et tout. Bon, étant donné que il y a de la neige dans le monde des ténèbres, du coup, les îlots Nimbus ne peuvent pas se
propager là-bas, pardon. Du coup, ils vont donc faire une chute libre. Heureusement, Luffy va utiliser un Gom Balloon. Et là, c'est quand même à noter, étant donné que on a quand même affaire là à un navire des géants dans lequel il se trouve des géants. Du coup, Luffy réussit quand même à amortir une chute d'un navire dans lequel se trouvent des géants. Franchement, c'est quand même impressionnant. Et le truc, c'est qu'il le fait en étant pépouze, l'air de rien, et le mec se marre. Ça nous prouve quand même que oui, c'est lui le boss, c'est Luffy le boss. C'est-à-dire, voilà, des chutes comme ça ne peut pas causer sa mort. Et là, on apprécie au vu du fait que Kaido s'est jeté des îles célestes ou encore Garp qui faisait le Galaxy Impact et qui atterrissait de ses deux jambes sur l'île de la Ruche. Franchement, c'est très très intéressant et très exceptionnel quand même à noter pour le personnage de Luffy, et je le rappelle encore qu'il le fait avec le sourire. Maintenant, on peut parler de Loki étant donné que voilà, Zoro l'a complètement délivré. Non, pas complètement, pas du tout, étant donné que il a déchaîné, mais il a laissé la chaîne de son pied, et tu as un Loki qui se relève là, malgré le fait qu'il était au préalable auparavant un peu KO. D'ailleurs, Luffy va le remarquer, Luffy va dire ce mec il était un peu KO et tout. Franchement, la case, waouh, si vous ne l'avez pas encore vue, il faut la voir. Elle est juste de badass et magnifique de ouf. Franchement, c'est du Graal. Et là, pour le coup, j'aimerais m'arrêter sur le personnage de Loki. Alors déjà, on va commencer par parler de sa taille. Franchement, les gars, je suis énervé. Pourquoi je suis énervé? C'est parce que j'avais déjà remarqué ça, mais j'avais complètement oublié de le mentionner dans les vidéos précédentes. Loki, il est géant, même pour les géants, c'est-à-dire de la perspective et du point de vue d'un géant. Loki, il est géant. C'est-à-dire en termes de taille, regardez juste la différence avec Ajurudin et le nouvel équipage des géants. D'ailleurs, quand on parle du nouvel équipage des géants, les proportions de taille et les échelles, moi je trouve ça vraiment exceptionnel. Regardez juste Rodeguer. C'est-à-dire, malgré le fait que ce sont des géants, l'auteur respecte quand même le fait que tous n'ont pas la même taille. Là où on voit Jet, étant donné le fait que c'est un personnage féminin, bah elle est un peu plus petite que un Rod qui est lui un personnage masculin, étant donné qu'on sait que généralement les hommes sont souvent plus grands que les femmes. Et là, c'est respecté. Et là, pour le personnage de Loki, franchement, ça m'énerve de fou de ne pas l'avoir dit en vidéo parce que je voulais déjà le dire. Loki, il est géant de ouf et avec ses cornes là et tout. Zoro va même dire que le mec, il est aussi grand que O, c'est-à-dire un géant antique. Franchement, c'est très très impressionnant. Regardez comment Luffy est juste rikiki devant lui. Et puis, on peut aussi parler de ses blessures, étant donné que moi je vous avais déjà dit dans une vidéo que le personnage de Loki, pour moi il a potentiellement un fruit qui a des propriétés régénératrices, car je ne vois pas Loki aller se faire soigner par qui que ce soit, et où que ce soit pour aller, où que ce soit, je ne sais pas. Alors Luffy voulait appeler Chopper et tout, ou encore les médecins du village. Franchement, nous tous, on émet des doutes. Mais le truc, c'est que bah, même si on n'est pas parti, ou en tout cas l'auteur ne veut pas explorer ces possibilités du fait que le fruit de Loki a des propriétés régénératrices, bah, là, moi, j'aimerais quand même parler de l'équipage de Loki parce qu'il est bien possible que le personnage de Loki est un équipage, car ne l'oubliez pas, le mec, il est allé quand même en mer, c'est un pirate. Et être un pirate signifie que tu es allé en mer. Et s'il allait en mer, bah, on peut se douter qu'il avait un équipage. Et je pense directement à Mosa, c'est-à-dire c'est ce personnage avec qui Loki discutait, je pense que c'était au chapitre 1134. Du coup, bah, Moza fait potentiellement partie de son équipage, et s'il en a réellement un, je me doute que Loki va aller contacter son équipage, va essayer de contacter son équipage pour reformer son équipage. Maintenant là, parce que moi, comme je vous l'ai dit, ça me surprendrait quand même que le personnage de Loki, bah, il ait des, comment dire, des capacités de navigation et autres. Alors, c'est pas Mihawk parce que les gars, franchement, le personnage de Mihawk, il faut qu'on m'explique comment le mec sur son siège a-t-il fait pour rejoindre la deuxième moitié du nouveau, c'est-à-dire le nouveau monde, pas la deuxième moitié, mais plutôt le nouveau monde, parce que le mec, il est littéralement sur son siège, mais le mec, il est toujours en train de naviguer seul. Alors oui, Mihawk avait un équipage avant et tout, c'est vrai, ils ont été déchus et tout, mais il faut quand même noter que le mec, il se balade seul au point où il a quand même réussi à rejoindre le nouveau monde tout seul, parce que lorsque Crocodile l'appelle pour proposer l'alliance pour former Cross Guild, bah Mihawk est encore sur son île, et son île c'est dans la première moitié de Grand Line, et bah Crocodile lui il est déjà dans le nouveau monde, étant donné que Cross Guild est dans le nouveau monde. La question se pose clairement, comment est-ce que Mihawk a-t-il fait pour rejoindre le nouveau monde? Pourtant, normalement, il n'a pas de capacité de navigation. Et même s'il en a, souvenez-vous, dans les premiers chapitres de One Piece, je ne sais plus exactement lesquels, on avait déjà Yosaku qui était tombé malade, c'est-à-dire Yosaku, le pote à Johnny, là, les deux potes à Zoro, les chasseurs de primes, là. On avait Yosaku qui était déjà tombé malade parce qu'il s'était mal alimenté. C'est-à-dire, Mihawk, lui, il arrive à s'alimenter, il se déplace, il navigue, il fait tout et tout.
Franchement, les gars, il faut qu'on m'explique parce que justement, vous n'allez pas me dire qu'il est passé par Marie-Jo Asuka. On lui avait déjà enlevé son titre de grand conseil. Il n'existait juste plus. Et le gouvernement mondial le traquait. Donc, expliquez-moi comment le mec, pardon, a-t-il fait pour rejoindre le nouveau monde. Ça, c'est quand même un gros mystère de One Piece. Mais pour en revenir à Loki, déjà, on apprend que son âme se nomme Ragni. Donc, là, il a saisi son âme. Bah, je ne sais pas si vous pensez que c'est pour jouer, mais pour moi, il va littéralement tabasser Luffy. Déjà, pour moi, il va d'abord couper la chaîne qui entrave son pied, mais il va frapper Luffy d'une force, mais de... Les gars, j'ai rarement été hypé par la suite d'un chapitre de One Piece. Là, pour le coup, ce chapitre ne m'intéresse même plus. Il m'intéresse tellement plus que j'ai déjà envie de voir ce qui va se passer dans le chapitre 1142. Parce que pour moi, Loki, tel qu'il a saisi son... Le mec, il est barré. Je ne sais pas, il est fou. C'est un personnage complètement pété. Vous n'allez pas me dire que le mec, il a été enchaîné pendant 6 ans. C'est-à-dire, il était complètement entravé et tout. Il ne pouvait rien faire à part parler. Vous n'allez pas me dire que le mec, la première fois qu'il est déchaîné, le mec, il a vu ses amis mourir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la frustration. C'est-à-dire, tu es assis, tu ne fais que voir tes amis mourir, mais tu ne peux rien faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la frustration et du degré de manque de respect. Du coup, vous n'allez pas m'expliquer que ce mec va se lever et va dire à Luffy que Shanks est ici ou quoi. Le gars va te gifler Luffy. Pour moi, au chapitre prochain, Luffy passe directement en Ginseng. Ça, c'est-à-dire, il va sentir le danger. Pour moi, les Ajurudin et les Rhodes et tout, c'est-à-dire le nouvel équipage des gens, ils seront spectateurs de cette scène. Parce que Loki, franchement, ce ne sera pas pour blaguer. Ah oui, il faut aussi noter que Sanji est là, mais là, pour le coup, Loki, croyez-moi sur parole, le mec veut seulement se venger. Et ce qui est d'autant plus intéressant avec ce personnage, c'est que par rapport à la situation actuelle d'Elbaf, tu ne sais pas quel camp il va décider de défendre. Parce que les gars, le mec, il déteste le gouvernement mondial. Et de l'autre côté, l'île d'Elbaf le déteste. Donc Loki représente une puissance militaire qui, lorsqu'il va choisir un camp, il va clairement faire basculer la guerre dans le camp qu'il aura choisi. Parce que le personnage, d'ailleurs, tiens, dites-moi en commentaire, rien qu'avec son flow, même si j'aurais quand même du mal, mais bref, dites-le quand même en commentaire, pour vous, quel est le niveau de Loki, rien qu'avec sa prestation, sa présence, ou en tout cas uniquement sa présence, c'est-à-dire la présence qu'il a eu et l'impact qu'il a eu dans ce chapitre. Dites-moi quel niveau pensez-vous que le personnage de Loki a réellement. Pour moi, c'est clairement un niveau Yonko et même un peu plus. Mais j'aimerais avoir votre avis. Franchement, les gars, mais pour moi, le personnage de Loki, waouh! Waouh, je suis juste comblé, convaincu. Le mec, voilà, il va se passer une dinguerie. Le mec, franchement, il va se taper au chapitre prochain. Écoutez-moi bien, les gars, tel que Loki est là, il ne veut rien. Bon, rien signifie il ne veut rien comprendre. C'est dans mon dialecte. Bref, Loki, il ne veut rien comprendre. Il veut juste te taper. Le mec, il est barré. Il veut juste te tabasser. Il a une rage. C'est tellement contenu qu'il veut juste exploser. Et j'aimerais un move selon lequel, au chapitre prochain, il te lâche un pouvoir qui alerte toute l'île de Baf. Déjà, tu vois, Shamrock, les Yarls et tout ça se disent, oh, oh, le mec il s'est réveillé pour qu'on comprenne que oui, Loki est là. Les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, check la vidéo à l'écran là, c'est si elle la plus partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium, peace les bros. After.